Dans le silence oppressant d'une chambre d'hôpital, où le bourdonnement régulier des machines s'accrochait à chaque battement de cœur, une jeune fille gisait, son corps immobile, piégé dans un sommeil sans rêve. Des tubes délicats couraient de son corps vers des écrans lumineux, trahissant la lutte acharnée que la vie menait en elle. Devant ce tableau désolant, un jeune homme se tenait, les mains moites, le regard fixé non pas sur la patiente, mais sur l'homme d'affaires imposant qui lui faisait face. Ses lèvres tremblaient légèrement, tandis qu'il prononçait des mots qui défiaient toute logique, toute raison, des mots qui briseraient le calme stérile de cette pièce. « Coupez les machines, votre fille sortira du coma. » Ce millionnaire, dont le visage dur reflétait une fortune construite sur le pragmatisme le plus froid, écoutait, incrédule, un mélange de dédain et de douleur se lisant dans ses yeux fatigués. Comment ce garçon, frêle et visiblement démuni, osait-il prononcer une telle absurdité face à la science, à la médecine, à la réalité implacable? Avant de plonger plus profondément dans cette extraordinaire histoire de foi et de désespoir, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines récits, chacune étant une fenêtre ouverte sur des destins insolites et des mystères de l'âme humaine. Laissez-moi vous présenter Antoine, un jeune homme d'à peine une vingtaine d'années, dont l'existence était tissée de modestie et d'efforts constants. Il habitait une banlieue défavorisée de la France, où chaque jour était une bataille pour joindre les deux bouts. Sa vie n'était pas celle des magazines, mais plutôt celle des cœurs nobles et des mains travailleuses. Antoine était connu pour sa gentillesse inébranlable et son intégrité sans faille, des qualités rares dans le tourbillon incessant de la vie moderne. Son rêve, simple en apparence, était le moteur de chaque aube et de chaque crépuscule. Assurer un avenir meilleur à sa petite sœur, Léa. Léa, 8 ans, était l'étoile polaire d'Antoine, son unique famille et sa plus grande préoccupation. Malheureusement, Léa était atteinte d'une maladie rare et cruelle, une affection qui rongeait non seulement son jeune corps, mais aussi les maigres économies de la famille. Les factures médicales s'accumulaient, des montagnes de chiffres indéchiffrables qui pesaient comme des pierres sur les épaules d'Antoine. L'espoir s'amenuisait, transformé en une ombre grandissante au fur et à mesure que les traitements conventionnels échouaient. Une opération expérimentale, coûteuse au-delà de toute imagination, représentait leur dernière lueur, leur ultime chance de voir Léa courir et rire à nouveau, libérée de son fardeau. Mais comment un jeune homme sans ressources pouvait-il trouver une telle somme? De l'autre côté de cet abîme social et financier se trouvait Monsieur Dubois, un magnate de l'immobilier dont le nom résonnait dans les cercles les plus huppés de France. Sa fortune était colossale, mais sa réputation était celle d'un homme à la fois brillant et impitoyable, guidé par un pragmatisme froid qui ne laissait aucune place à l'émotion. Sa vie, pourtant, avait été brisée par une tragédie personnelle. Sa fille unique, Chloé, avait été victime d'un accident dévastateur et gisait depuis des mois dans un coma profond. Les meilleurs spécialistes du monde avaient été consultés, mais aucun n'avait pu offrir la moindre amélioration, le moindre espoir. La science avait atteint ses limites. C'est dans ce contexte de désespoir partagé, mais diamétralement opposés, que leurs chemins se croisèrent. Antoine, cherchant désespérément une solution pour Léa, avait appris par un concours de circonstances l'histoire de Chloé Dubois, une rumeur étrange, presque un murmure dans les couloirs du désespoir, parlait d'une connexion mystique entre certaines âmes,
une force invisible qui pouvait transcender la rationalité. Poussé par un pressentiment inexpliqué et l'urgence brûlante de sauver sa sœur, Antoine décida de tenter l'impossible. Il devait approcher Monsieur Dubois. Ce serait une rencontre improbable, un défi aux conventions. Mais pour Léa, Antoine était prêt à tout. Sa main se posa sur la poignée de la porte de la chambre stérile, et avec une inspiration profonde, il entra, portant avec lui une proposition audacieuse, presque folle. La proposition d'Antoine, énoncée avec une conviction inébranlable malgré la peur qui le glaçait, fut accueillie par Monsieur Dubois avec un mélange de dédain et d'incrédulité à peine masqué. Le millionnaire, habitué aux flatteries et aux tentatives opportunistes, vit en ce jeune homme pâle et mal vêtu un énième manipulateur cherchant à exploiter sa détresse. Son regard métallique balaya Antoine de haut en bas, un sourire sardonique effleurant ses lèvres fines. Comment osait-il, lui, un gamin sorti de nulle part, suggérer une telle aberration? Antoine, malgré la violence silencieuse de ce jugement, tenta d'expliquer sa conviction. Il parla d'expériences personnelles, de récits anciens qu'il avait entendus dans sa communauté, des histoires d'énergie subtile et de connexions humaines, invisibles à l'œil nu, des choses que la science moderne avait longtemps ignorées, mais qui, selon lui, détenaient les clés de la vie et de la mort. Monsieur Dubois le rejeta violemment, sa voix claquant comme un fouet dans le couloir feutré de l'hôpital. Il menaça même de le faire expulser par la sécurité, le traitant d'illuminé et d'imposteur. Mais Antoine ne lâcha rien. Sa détermination, nourrie par l'urgence croissante de la situation de sa petite sœur, était inébranlable. Il revint le lendemain, puis le surlendemain, une ombre persistante dans les couloirs immaculés de l'établissement. Il tentait d'intercepter Dubois, de parler au personnel soignant, d'expliquer inlassablement sa théorie qu'il savait folle aux oreilles des rationalistes. Il croyait que sa propre énergie de vie, une forme de connexion spirituelle profonde, pouvait réveiller Chloé, mais que les machines médicales, par leur nature même, bloquaient cette force vitale résiduelle. C'était une idée insensée dans le monde aseptisé de la médecine moderne, un affront à chaque protocole et à chaque avancée technologique. L'obstination d'Antoine était remarquable. Il passa des jours à la bibliothèque publique, puis sur Internet, à documenter de vagues cas similaires, à recueillir des témoignages marginaux de guérisseurs ou de récits folkloriques, à accumuler des preuves anecdotiques qu'il s'efforçait de présenter à un Dubois qui restait impassible, son mur de scepticisme plus solide que jamais. Chaque refus, chaque regard méprisant renforçait paradoxalement la détermination d'Antoine, mais aussi sa crainte grandissante pour sa sœur. Le temps n'était plus un allié. Pendant ce temps, l'état de la sœur d'Antoine se dégradait lentement mais sûrement. Les médecins n'avaient plus de solution. Les traitements standards montraient leurs limites, et le compte en banque familiale était désespérément vide. Le poids de l'urgence pesait sur les épaules d'Antoine, transformant sa conviction en un besoin vital. Il savait qu'il devait réussir, pour sa sœur, pour l'étincelle de vie qui faiblissait en elle. Et puis, un grain de sable commença à enrayer la machine bien huilée de la certitude de Monsieur Dubois. Les médecins de Chloé, après des mois de tentatives infructueuses, durent admettre à contre-cœur qu'ils avaient tout essayé. L'espoir était mince, presque inexistant. Même Dubois, l'homme de chiffres et de faits, commença à douter de la toute-puissance de la science qu'il idolâtrait face à cette impuissance médicale criante.
Il voyait la dévotion inébranlable d'Antoine, son altruisme désintéressé, et cela le troublait profondément. Il n'avait jamais rencontré une telle sincérité, une foi aussi pure, dans un monde où tout avait un prix. Ce jeune homme, sans ressources, sans pouvoir, le déconcertait. Une interrogation silencieuse commença à germer dans l'esprit du millionnaire. Une fissure dans sa cuirasse de pragmatisme froid. Antoine, l'âme lourde, mais l'esprit embrasé d'une résolution inébranlable, fit une dernière tentative désespérée. Face à Monsieur Dubois, dont les traits marquaient une fatigue écrasante et une résignation palpable, Antoine proposa un marché audacieux, une offre qui transcendait les conventions et la logique. Il mit sa propre vie en jeu, ou du moins la part la plus précieuse qu'il possédait, son avenir et sa réputation. « Si Chloé ne se réveille pas après que j'ai débranché ces machines, dit-il, la voix tremblante, mais le regard ferme, alors je quitterai votre vie pour toujours. Je ne vous demanderai jamais un sou, et vous ne me reverrez plus. Mais si elle se réveille, si elle retrouve la conscience, alors vous devrez financer l'opération de ma sœur. C'est un test de foi, Monsieur Dubois. Un acte ultime. » L'air dans la chambre d'hôpital devint incroyablement lourd, saturé de l'impossibilité de cette proposition. Monsieur Dubois était tourmenté. Son monde, bâti sur les chiffres, les contrats et la science irréfutable, vacillait devant cette intrusion d'une foi déraisonnable. La science, à travers les meilleurs esprits médicaux du pays, avait déclaré Chloé dans un état végétatif persistant, sans espoir. Sa raison criait au ridicule, au danger, à la folie pure et simple. Pourtant, le regard désespéré et sincère d'Antoine, l'absence totale d'alternative pour sa fille, et l'état stationnaire de Chloé qui ne cessait de détruire son âme, le poussaient vers l'impensable. Il consulta ses conseillers les plus proches, des hommes et des femmes de pouvoir, dont les réactions variaient de la consternation à l'indignation. Tous le jugèrent fou de seulement considérer une telle proposition. Monsieur Dubois, c'est une imposture, une escroquerie émotionnelle, avait tonné son avocat, habitué à des négociations de haute volée mais désemparé face à cette détresse paternelle. Dubois passa une nuit blanche, sans sommeil, torturé par l'idée horrifiante de débrancher sa propre fille. Les images de Chloé, son rire cristallin, sa vivacité d'esprit, son amour inconditionnel pour la vie, défilaient devant ses yeux. Chaque souvenir était une piqûre, un rappel de ce qu'il perdait, de ce qu'il était sur le point de peut-être sacrifier une fois pour toutes. Mais au milieu de cette tempête émotionnelle, il revoyait aussi l'étincelle d'espoir dans les yeux d'Antoine. Un espoir qu'il avait lui-même perdu depuis des mois, effacé par les diagnostics sombres et les regards compatissants des médecins. Cette étincelle, fragile mais tenace, commençait à allumer une lueur dans les ténèbres de son propre désespoir. Contre l'avis unanime de tous ceux qui l'entouraient, contre la logique et la prudence, Monsieur Dubois accepta finalement le pari insensé d'Antoine. Il imposa des conditions strictes, exigeant la plus grande discrétion et le respect absolu de ses directives. L'hôpital fut mis en alerte discrètement, bien que les médecins, fidèles à leur éthique et à leur compréhension scientifique, refusent catégoriquement de participer directement à un acte aussi controversé. Seules quelques infirmières, touchées par la détresse de Dubois et la ferveur d'Antoine, acceptèrent de rester, leur soutien silencieux étant le seul semblant de bénédiction médicale pour cette entreprise folle. Antoine se prépara. Il savait que ce n'était pas un acte scientifique, mais un acte de foi, de volonté pure.
Il passa des heures dans la méditation, se concentrant sur Chloé, sur sa propre énergie, visualisant la vie, la lumière, la reconnexion. Il parla à sa sœur, dans un dialogue intime et silencieux, lui promettant que cela fonctionnerait, que leur calvaire toucherait à sa fin. Sa résolution était devenue inébranlable, portée par l'urgence de la situation de sa petite sœur et la certitude intérieure que son intuition n'était pas un simple délire, mais une forme de vérité oubliée. La chambre d'hôpital, habituellement bourdonnante de l'activité discrète des machines, était ce soir-là plongée dans un calme lourd, presque religieux. Une atmosphère tendue, palpable, serrait les gorges et accélérait les battements de cœur. Chloé gisait là, immaculée dans le grand lit blanc, son visage pâle, sa poitrine se soulevant à peine sous l'effet du respirateur artificiel. Monsieur Dubois, le visage cireux et les traits tirés par cette nuit d'agonie mentale, se tenait à distance respectable du lit, ses mains tremblantes, trahissant une anxiété que son habituelle posture d'homme d'affaires dominant ne parvenait plus à masquer. Ses yeux, habituellement incisifs et calculateurs, étaient maintenant embués d'une peur primale. Les infirmières, figées à leur poste, échangeaient des regards inquiets. Leurs propres mains serrées, leurs visages marqués par une anxiété palpable, conscientes de l'acte radical auquel elles étaient sur le point d'assister. Antoine s'avança. Chaque pas était une éternité. Chacun résonnait dans le silence oppressant de la pièce. Il se posta près des machines qui maintenaient Chloé en vie. Ces monolithes de métal et de plastique qui scandaient le rythme artificiel de son existence. Il leva les yeux vers Dubois, cherchant une dernière confirmation, un dernier signe que ce n'était pas une erreur, que le millionnaire n'allait pas reculer à l'ultime seconde. Le regard d'Antoine était empli d'une détermination farouche, d'une conviction inébranlable qui contrastait violemment avec le désarroi de l'homme d'affaires. Dubois, son propre cœur battant à la chamade, réussit à peine à hocher la tête, un mouvement à peine perceptible, mais lourd de ramifications. Ses yeux, voilés par l'incertitude et la détresse, confirmaient l'accord silencieux. Antoine tendit une main résolue. L'une après l'autre, avec une précision méthodique, il débrancha les tubes et les câbles. Le respirateur cessa son mouvement régulier. La pompe 4 s'arrêta. Les écrans des moniteurs s'éteignirent un à un, leur lumière clignotante disparaissant dans le noir. Le silence qui suivit fut assourdissant, brisé seulement par le sifflement décroissant des machines qui perdaient là leur énergie. Le visage de Chloé resta inchangé, son immobilité absolue, troublante. 1 minute s'écoula, puis 2. Une tension insupportable remplit la pièce, si dense qu'on aurait pu la couper au couteau. Le visage de Dubois se décomposa, passant de l'espoir fragile à la colère et au désespoir pur. Ses poings se crispèrent, ses mâchoires se serrèrent. Il était sur le point d'exploser, de laisser éclater sa fureur, de crier à Antoine qu'il était un fou, un charlatan, un rêveur irresponsable qui avait brisé son dernier espoir. Antoine lui-même sentit une morsure glaciale de doute s'insinuer en lui. Son corps trembla involontairement, la peur s'installant, menaçant de le submerger. Avait-il fait une erreur monumentale? Avait-il mal interprété les murmures de son intuition? Mais il se rappela sa promesse à sa sœur, son engagement inconditionnel. Il ferma les yeux un instant, inspirant profondément, recentrant toute son énergie. Il plaça ensuite ses mains doucement sur la tête de Chloé, ses paumes irradiant la chaleur de son intention. Il murmura des mots inaudibles, des incantations personnelles que personne d'autre ne comprenait,
se concentrant sur son énergie, sur sa volonté inflexible de la ramener à la vie. Il visualisa sa petite sœur, son rire cristallin, sa force vitale, projetant cette image de pureté et d'innocence sur Chloé, comme un pont entre deux mondes. Après ce qui sembla une éternité à la fois muette et bruyante, des battements de cœur angoissés, un mouvement infime se produisit. Un doigt de Chloé bougea, un simple, petit, imperceptible frémissement. Le souffle des infirmières se coupa collectivement, un murmure d'incrédulité et d'émerveillement traversant l'air. Dubois s'arrêta net, son corps raidi, figé, ses yeux fixant la main de sa fille. L'incrédulité, profonde et viscérale, se mêla à une lueur d'espoir, timide mais indéniable, éclairant le gouffre de son désespoir. Les yeux de Chloé s'ouvrirent lentement, comme si une lourde paupière se soulevait après un long sommeil. Elle cligna plusieurs fois, luttant contre la lumière de la pièce, puis ses iris se fixèrent, avec une intensité étonnante, sur le visage blême et anxieux d'Antoine. Une lueur de confusion traversa ses traits délicats, mais elle était vivante, indéniablement vivante. Un son rauque, une tentative de parole, échappa de sa gorge desséchée, brisant le silence oppressant qui avait plané sur la chambre. Immédiatement, une frénésie contrôlée s'empara du personnel médical. Les infirmières, qui avaient retenu leur souffle, alertèrent les médecins d'une voix tremblante, mais emplie d'excitation. Ceux-ci se précipitèrent, incrédules, choqués par ce qu'ils découvraient. Le silence pesant fut balayé par un mélange d'euphorie, d'incrédulité et d'une profonde consternation scientifique. Monsieur Dubois, l'homme de fer, s'effondra à genoux près du lit, les larmes coulant sans retenue sur son visage, habituellement impassible. Sa fille était revenue, arrachée aux griffes de l'oubli. Il prit sa main, la serrant avec une force qu'il n'avait pas ressentie depuis des mois, comme s'il craignait qu'elle ne disparaisse à nouveau. Son monde, basé sur la logique implacable des faits et la matérialité des choses, venait d'être pulvérisé, remodelé par un acte de pure foi, une intervention que la science ne pouvait ni expliquer ni reproduire. Il était humble, brisé, mais infiniment reconnaissant. Les médecins, après un examen rapide mais approfondi, ne pouvaient cacher leur perplexité. Ils ne trouvaient aucune explication rationnelle pour ce réveil. Les moniteurs, rebranchés à la hâte, affichaient des signes vitaux stables. Chloé était faible, certes, mais hors de danger, son cerveau ne montrant aucune des séquelles attendues après un tel coma prolongé. Le consensus, bien que murmuré avec un malaise évident par des esprits cartésiens, était unanime. Miracle. Face à l'évidence, même les esprits les plus sceptiques devaient s'incliner, du moins temporairement. Antoine, épuisé par la tension et la concentration intense, mais inondé d'une joie profonde, expliqua sa conviction avec une clarté désarmante. Il affirma que les machines, bien que destinées à maintenir Chloé en vie, avaient en réalité bloqué sa force vitale naturelle, l'empêchant de se reconnecter à elle-même, au monde. En les coupant, il avait créé un vide, une ouverture que son intention et la sienne avaient pu remplir, permettant à son esprit de retrouver son corps. C'était une explication qui défiait toute rationalité médicale, une théorie qui n'avait aucune place dans les manuels de médecine, mais les faits étaient là, irréfutables, sous leurs yeux ébahis. Chloé, encore faible et la voix ténue, tourna à nouveau ses yeux vers Antoine. Un murmure à peine audible s'échappa de ses lèvres. Antoine. Ce simple prénom, prononcé avec une reconnaissance évidente, scella une connexion, une compréhension tacite
qui transcendait les mots. Elle se souvenait de sa présence, de son énergie, même au plus profond de son coma. Une amitié improbable, née de la tragédie et de l'espoir, venait de s'épanouir dans cette chambre d'hôpital, sous le regard médusé d'une famille et d'un personnel médical à jamais marqué par ce jour. Ce moment, fugace et puissant, instaurait les bases d'un lien indéfectible, scellé par l'incroyable expérience qu'il venait de partager. Monsieur Dubois, l'homme autrefois si rigide, tint sa promesse avec une intégrité nouvelle et inattendue. L'opération pour la sœur d'Antoine fut non seulement entièrement financée par lui, mais il s'assura personnellement qu'elle bénéficie des meilleurs spécialistes et des soins les plus attentifs, sans aucune limite de coût. La petite fille, entourée d'amour et de la plus haute expertise médicale, se rétablit complètement, sa maladie rare s'estompant des vies de sa famille, comme un mauvais rêve. La vie d'Antoine et de sa famille, qui naviguait auparavant dans la précarité et le désespoir, fut transformée de manière radicale. Ils déménagèrent dans un logement décent, et Antoine put poursuivre ses études, le poids de l'urgence financière enfin levé. Monsieur Dubois lui-même était un homme profondément changé. La carapace d'impitoyabilité qu'il avait définie pendant des décennies s'était fissurée, laissant apparaître une humanité qu'il avait longtemps refoulée. La leçon d'humilité et de foi qu'il avait reçue était plus précieuse que toutes les richesses qu'il avait accumulées. Il commença à réévaluer ses priorités, à prêter attention aux aspects de la vie qu'il avait toujours négligés. En signe de sa transformation et de sa reconnaissance envers l'inexplicable, il créa une fondation dédiée à la recherche sur les énergies curatives et les approches alternatives à la médecine, reconnaissant publiquement qu'il y avait plus dans l'univers que ce que la stricte science pouvait expliquer. Son passé de magnate pragmatique laissait place à un mécène éclairé, ouvert au mystère de l'esprit humain et de la connexion. Entre Antoine et Chloé, un lien singulier et profond se développa. Une amitié inattendue forgée dans les flammes de cette expérience extraordinaire. Chloé, revenue d'un abysse insondable, retrouva sa joie de vivre, sa curiosité et son énergie, avec une gratitude immense envers Antoine. Elle ne pouvait expliquer ce qui s'était passé, mais elle se souvenait de sa présence, de la chaleur de ses mains sur elle, même dans les profondeurs de son coma. Ils passaient des heures à discuter, à explorer la philosophie, la spiritualité et les limites de la perception humaine, chacun apportant sa perspective unique à leur compréhension du monde. Leur lien était un témoignage vivant de ce qui s'était produit, un pont improbable entre des mondes que tout séparait. L'histoire d'Antoine et Chloé devint une légende locale, puis une histoire qui traversa les frontières, racontée à voix basse dans les couloirs des hôpitaux et dans les salons où l'on débattait de l'inexplicable. On parla d'un miracle moderne, d'une preuve que la foi et l'intention pouvaient transcender les limites de la matière. La science, fidèle à ses principes, n'eut toujours aucune explication concrète à offrir, se contentant de classer le cas de Chloé comme une rémission spontanée d'une ampleur inédite. Mais l'impact émotionnel et spirituel de leur récit était indéniable, touchant des milliers de personnes qui cherchaient un sens au-delà des évidences. Cette histoire nous rappelle la puissance insoupçonnée de la foi, de l'espoir tenace et de l'amour désintéressé. Elle nous murmure que parfois, les solutions les plus improbables se trouvent bien au-delà de notre compréhension rationnelle, dans les recoins inexplorés de l'esprit humain et de la connexion universelle.
L'humanité, dans sa quête perpétuelle de sens et de guérison, a toujours besoin de ces étincelles d'espoir, de ces récits qui définent la logique froide pour avancer, pour croire en l'extraordinaire. Merci d'avoir suivi cette histoire incroyable jusqu'à sa fin. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à partager vos réflexions sur cette aventure spirituelle et à partager cette vidéo avec ceux qui, comme nous, croient que le monde est rempli de mystères merveilleux, prêts à être découverts. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer notre prochaine histoire, tout aussi captivante. À très bientôt.